Bonjour et merci de me suivre dans cette nouvelle vidéo. Je suis Elsa Joen, je suis praticienne et formatrice en micronutrition et aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet des laitages. Un sujet qui a déjà été abordé par plein de personnes, mais moi j'avais envie de vous le proposer sous un angle un peu particulier. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi tant de personnes arrêtent de manger des produits laitiers? Pourquoi tant de personnes sont soulagées par un régime sans produits laitiers? Pourquoi tant de praticiens, de naturopathes et même de médecins conseillent d'arrêter les produits laitiers et pour plein de pathologies particulières? Et surtout, ça marche. Pourquoi ça marche? Ces pathologies, ces personnes qui souffrent de certains syndromes et qui peuvent se retrouver bien améliorées par un régime sans laitage, ce sont des pathologies très diverses, très variées et dont on peut s'interroger sur quels sont les points communs. Il y a par exemple l'endométriose, toutes les maladies qui sont liées à ces déséquilibres hormonaux, déséquilibres oestroprogestatifs. Donc on pourrait également ajouter les règles douloureuses, les règles trop abondantes et même les maladies sévères dues à l'excès d'œstrogène comme les cancers hormonodépendants. On va retrouver également l'eczéma, les troubles de la peau atopiques. Souvent, les enfants qui sont atteints d'eczéma sont ensuite des enfants qui deviennent asthmatiques, allergiques. Tout ça fait partie d'un ensemble de symptômes qui sont souvent assez cohérents chez la même personne. On va retrouver également toutes les maladies inflammatoires, les maladies chroniques, les maladies auto-immunes comme la polyarthrite, le lupus, la sclérose en plaques. Ce sont des maladies qui sont souvent très bien améliorées par des régimes sans laitage, comme par exemple le régime Seignalé qui a étudié ces maladies, y compris des maladies vraiment sévères. On peut retrouver également des personnes qui se dirigent vers ce type de régime qui souffrent de troubles digestifs, des troubles fonctionnels digestifs comme le syndrome du côlon irritable ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. On va également retrouver des personnes qui présentent des tableaux d'infection ORL, de vulnérabilité immunitaire au niveau de la sphère ORL à répétition. Là, ça peut concerner aussi les enfants, mais également les adultes. Probablement qu'autour de vous, vous avez plein de personnes qui ont été touchées par un ou plusieurs de ces problèmes et qui vont vous dire c'était magnifique, ça a changé ma vie de manger sans produits laitiers. Et vraiment, parfois, on peut s'interroger sur quelle est la molécule qui se trouve dans le lait et qui fait que ça favorise tant de maladies différentes. Je vous ai mis ici aussi plein d'exemples de livres, on en trouve encore bien plus, bien sûr, bien d'autres, comme donc le régime Seignalé, qui est un régime sans gluten, sans lait, avec une orientation vers l'alimentation vivante. On va retrouver plein d'auteurs qui vont défendre ce type d'alimentation en visant des pathologies très diverses, comme toutes celles que je viens de citer. Donc on va retrouver aussi beaucoup les livres de Valérie Cupillard, les livres de Marion Caplan, le livre de Fabien Piasco sur l'endométriose, les livres de Jacqueline Agacé. Vous allez retrouver souvent ce point commun qui est de supprimer les laitages. Et en fait, on peut vraiment se demander quel est cet aliment mystère qui rend tout le monde malade et qui peut provoquer des maladies si diverses et variées. Et en fait, la réponse, elle n'est pas unique, sinon ce serait trop simple. Ce qui fait que ça peut être parfois si spectaculaire d'arrêter les produits laitiers quand on souffre d'un de ces syndromes, c'est qu'il y a plusieurs molécules qui peuvent être impliquées dans différents mécanismes. Mais globalement, ça revient généralement à ce problème de gestion de l'inflammation qui est vraiment le problème chronique dans ces maladies. Alors je vais vous développer un petit peu ces problématiques différentes, ces différentes molécules qu'on va retrouver et vous allez comprendre pourquoi finalement on ratisse aussi large quand on supprime les produits laitiers dans l'alimentation d'une personne qui souffre. D'abord, il y a les protéines animales. Les produits laitiers sont des aliments qui vont apporter des protéines, donc sous forme de protéines animales. Et on connaît le risque, ça c'est vraiment classique, le risque d'une alimentation trop carnée, trop riche en protéines animales, au détriment des aliments plutôt végétaux, des légumes, des céréales complètes, des huiles, qui vont venir modérer un petit peu tout ça et apporter des choses différentes dans l'assiette. Notre régime occidental classique, moderne, est beaucoup trop riche en protéines animales. On peut voir sur cette image l'exemple d'une planchette charcuterie fromage, donc 100% protéines animales. Il n'y a pas de légumes du tout. Et ça va favoriser vraiment ce qu'on appelle les dysbioses, particulièrement les dysbioses de putréfaction. Si vous nourrissez votre microbiote intestinal avec une majorité de protéines animales, au détriment des fibres et des végétaux, vous allez favoriser l'implantation et le développement de certaines souches au niveau du microbiote qui sont plutôt pathogènes, qui vont amener à des troubles
Déjà pour commencer, des troubles au niveau digestif, tout simplement, des inconforts digestifs, souvent des gaz odorants, des douleurs, des flatulences, des ballonnements, mais ça va aussi amener à toute une cascade de situations parce que le microbiote intestinal, c'est vraiment la base de notre santé. C'est le microbiote intestinal qui éduque le système immunitaire, qui communique avec le système immunitaire, et donc une dysbiose qui se prolonge, c'est des troubles de l'immunité, et à commencer par l'inflammation, de manière assez garantie. Donc là, ce n'est pas le laitage en particulier qui est incriminé, mais plutôt une alimentation trop riche en protéines animales, dont les laitages peuvent faire partie. Il y a une protéine particulière qu'on peut développer, c'est la caséine. La caséine est une des protéines principales qu'on trouve dans les laitages. Elle est présente en très grande quantité et elle existe sous deux formes, la caséine A1 et la caséine A2. Il y a une toute petite différence entre ces deux protéines, une petite différence au niveau des acides aminés, que vous pouvez voir ici, une modification entre les deux acides aminés. Ça c'est apparu dans l'évolution des races qui sont utilisées pour faire du lait et des produits laitiers. Donc c'est une mutation qui est arrivée au fur et à mesure de l'évolution des races d'animaux. Et la souche qu'on appelle sauvage, qui est donc la souche ancestrale, la souche ancienne, la souche qui nous convient normalement, c'est la souche A2. Et cette souche A2, on va la retrouver chez les animaux, les petits animaux, comme les chèvres, les brebis, mais aussi chez les bufflonnes. Et donc les laits qui viennent de ces animaux-là contiennent de la caséine sous forme A2, qui est la forme normalement la mieux tolérée. La caséine sous forme A1, c'est celle qu'on retrouve en fait chez les vaches qu'on utilise dans les élevages aujourd'hui modernes, industriels, chez les vaches Holstein par exemple, qui sont des vaches qui produisent beaucoup de lait. Et donc aujourd'hui, un lait de vache industriel, c'est dans 100% des cas une caséine A1, donc une caséine mutée. Et cette caséine A1 a une conformation spatiale qui est légèrement différente, étant donné qu'il y a une petite modification dans sa structure d'acide aminé. Elle a une forme différente et elle va libérer des peptides, des petits morceaux de protéines, qui peuvent avoir vraiment un impact très fort sur votre santé, et en particulier sur tout ce qui est création, gestion de l'inflammation, régulation du système immunitaire et douleur. Ce peptide qui se sépare, se libère de la bêta-caséine A1, peut avoir un rôle qu'on appelle exomorphine, comme le gluten. Et donc, chez certaines personnes, ça n'arrive pas chez tout le monde, on s'en rend bien compte, ce petit peptide de caséine va passer par la paroi intestinale, circuler dans le sang et va pouvoir se fixer sur des récepteurs à distance au niveau du système nerveux et va pouvoir, dans certains cas, causer des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs non lésionnelles, des maux de tête, des douleurs articulaires dont on ne trouve pas l'explication. On fait un scanner, on fait une radio, on ne trouve rien, ça ne correspond à rien, mais la douleur est réelle. Il peut également avoir un rôle opioïde et donc donner plutôt des symptômes comme brouillard mental, difficulté à se concentrer, difficulté à se motiver, fatigue chronique. Donc ça va être bientôt, bien sûr, très soulagé chez les personnes qui souffrent de ce problème quand on supprime la caséine A1. Donc ça ne veut pas forcément dire supprimer 100% du lait. D'habitude, les gens font ça dans la pratique, ils enlèvent les laitages et se rendent compte qu'ils vont mieux. Mais donc, on peut cibler la problématique en disant si le problème vient de la présence de caséine A1, on pourrait peut-être consommer les laitages uniquement ceux qui contiennent la caséine A2. Donc, les vaches, certaines vaches qui ont gardé le patrimoine génétique de la caséine A2, qui sont les petites vaches comme les vaches jersiaises, les chèvres, les brebis et les bufflonnes. Deuxième grande catégorie de nutriments, ce sont les graisses. Les produits laitiers sont des produits qui sont gras, qui amènent des acides gras. Et les acides gras dans les aliments arrivent sous différentes formes et doivent normalement avoir un certain équilibre. Dans notre alimentation, il faudrait avoir un équilibre entre les différents types d'acides gras. Les acides gras saturés, insaturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Et parmi les polyinsaturés, il y a deux types d'acides gras qui nous intéressent. Vous les connaissez certainement, ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Ici, un schéma biochimique un petit peu avancé, c'est pour les personnes qui sont intéressées par les explications poussées. La famille des oméga 3 va libérer des médiateurs de l'inflammation qui sont plutôt anti-inflammatoires, qui vont plutôt favoriser la résolution de l'inflammation. On a tendance à dire que les oméga 3 favorisent la résolution de l'inflammation et seraient donc
avec de gros guillemets, des anti-inflammatoires. On parle ici plutôt de modulation de l'inflammation, ce n'est pas un anti-inflammatoire pur comme un médicament, mais il va permettre de moduler de manière la plus correcte possible la réponse inflammatoire, afin d'éviter d'avoir un excès d'inflammation qui se prolonge dans le temps. Au contraire, les oméga 6, la famille des oméga 6, sous leurs différentes formes, peut libérer des médiateurs qui sont plutôt pro-inflammatoires. Et donc ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que dans l'alimentation moderne occidentale, on a un très gros déséquilibre en faveur des oméga 6, car ce sont ceux qu'on trouve le plus dans l'alimentation industrielle. Les graisses végétales comme le tournesol, le soja, le pépin de raisin qu'on utilise pour les fritures, les viandes qui sont nourries avec ce type de végétaux, donc les viandes industrielles, les vaches qui sont enfermées en batterie et qui mangent du soja, du maïs industriel, sont nourries avec beaucoup de végétaux oméga 6 et donc vont créer une graisse dans leur viande et dans leur lait très riche en oméga 6. Et donc c'est très déséquilibré, ça fait partie d'amener des apports toujours plus déséquilibrés en oméga 6 et peut-être de favoriser ce terrain très pro-inflammatoire. Il y aurait une solution qui consisterait à utiliser des produits animaux, donc ici on parle du lait, donc pourquoi pas des laits animaux, d'animaux qui mangent des végétaux riches en oméga 3. Il existe des végétaux riches en oméga 3 dans les pâturages classiques, le pourpier, certaines herbes qui poussent dans les pâturages des vaches, le lin également. Il existe des filières industrielles qui nourrissent les animaux allaitants avec des graines de lin moulues et de cette manière qui vont proposer un profil en acides gras qui est plus équilibré entre les oméga 3 et les oméga 6 pour le produit laitier. Ça existe. Autre problème, ça va être le lactose. Ça, c'est vraiment celui que tout le monde connaît. Souvent, les gens disent « je fais un régime sans lactose » ou « je suis intolérant au lactose » en assimilant le lactose au laitage. Moi, je dis toujours un régime sans laitage parce que les produits laitiers ne contiennent pas tous du lactose. Les problématiques posées par les produits laitiers ne sont pas toutes créées par le lactose, donc il faut savoir faire la différence. Le lactose, c'est un sucre. Fait partie des glucides qui sont dans les produits laitiers. Il y a aussi du sucre naturellement dans les laitages. Et un de ces sucres, c'est le lactose. C'est naturel de consommer du lactose. Le lait maternel humain est le plus riche de tous les animaux allaitants en lactose. Donc les humains sont tout à fait en capacité de digérer le lactose dans la petite enfance. Ensuite, l'enzyme qui permet de dégrader le lactose et de le digérer correctement disparaît selon les personnes, selon les populations. On sait que les populations du Sud, les Africains, les Asiatiques, les populations du Sud de l'Europe perdent de manière plus franche et plus massive l'activité enzymatique de la lactase. Les populations du Nord de l'Europe, les populations caucasiennes, statistiquement, gardent une persistance de l'activité enzymatique plus souvent. Mais individuellement, ça ne veut rien dire. Donc vous, moi, individuellement, on ne sait pas si on a la persistance de l'activité de la lactase. Si vous avez perdu l'activité enzymatique, le lactose ne sera pas digéré, il va rester au niveau de l'intestin, c'est un sucre, et donc il va nourrir les bactéries de fermentation et induire plutôt des dysbioses de fermentation qui vont provoquer des ballonnements, des gaz, plutôt des gaz bruyants, moins odorants. Donc on peut avoir les deux problèmes, le problème de l'excès de protéines qui va créer une dysbiose de putréfaction, éventuellement le problème de la fermentation avec le lactose qui va créer aussi une dysbiose de fermentation. C'est deux types de dysbiose mais qui peuvent coexister. Aujourd'hui, donc, les chiffres qu'on a nous indiquent que ce soit en France, en moyenne, environ 41% de la population qui serait donc intolérant au lactose. La véritable intolérance au lactose, c'est ça la définition, c'est la perte de l'activité enzymatique de l'enzyme qui dégrade le lactose. Vous pouvez ne pas être intolérant au lactose et malgré tout mal tolérer les produits laitiers pour un autre problème. Autre grand problème qui maintenant est moins connu, le problème de l'histamine. L'histamine, c'est une protéine qui est responsable de symptômes qu'on connaît comme les symptômes de l'allergie. Une personne qui est allergique va avoir un système immunitaire qui va fabriquer beaucoup d'histamine lors d'un contact avec un allergène. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire qu'il existe aussi, bien entendu, des allergies aux produits laitiers, ce qu'on appelle des allergies aux protéines de lait, qui sont des problématiques médicales, qui sont en général diagnostiquées, suivies par des médecins. C'est moins notre sujet en tant que praticien non médecin, mais bien sûr, ça existe aussi.
Néanmoins, il faut savoir qu'on peut ne pas être allergique, c'est-à-dire ne pas réagir au niveau des tests cutanés si vous allez chez un allergologue, et avoir malgré tout des symptômes qui ressemblent à l'allergie, qu'on appelle souvent pseudo-allergiques, et qui sont dus au fait qu'on a une libération d'histamine qui n'est pas toujours allergique. La libération de l'histamine peut se faire au niveau des mastocytes, donc ces cellules de l'immunité. Chez la personne allergique, on connaît le mécanisme, le système immunitaire est mal calibré, il reconnaît mal les protéines et il va surréagir au contact d'un aliment normal, d'un élément normal de l'environnement comme les pollens, etc. Ça, c'est le mécanisme de l'allergie. Mais les mastocytes, ces cellules de l'immunité, peuvent aussi dégranuler, elles peuvent libérer de l'histamine dans d'autres situations. Donc il y a des situations qui sont des situations d'activation mastocytaire, c'est un vaste sujet assez complexe, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais une chose qui est importante de connaître, c'est que l'activation mastocytaire est très fréquente. D'ailleurs, c'est souvent noté statistiquement chez les femmes après 40 ans, tout simplement parce qu'il est connu que l'excès d'œstrogène, le déséquilibre œstroprogestatif, favorise le syndrome d'activation mastocytaire. Chez les femmes après 40 ans qui sont souvent en préménopause, souvent en déséquilibre hormonal, eh bien c'est fréquent qu'elles se retrouvent avec ces symptômes qui sont parfois un peu difficiles à mettre en évidence. On va avoir tous les symptômes qu'on connaît qui ressemblent à l'allergie, les rougeurs, ce qu'on appelle les rash, les démangeaisons, les yeux qui pleurent, les éternuements, mais également des maux de tête, des diarrhées. Donc on peut avoir ces symptômes un peu de manière disséminée et ne pas toujours réussir à mettre le doigt sur qu'est-ce qui provoque ce symptôme. Eh bien, il faut savoir qu'on peut aussi avoir des libérations d'histamine à cause de l'alimentation. Il y a des aliments riches en histamine, il y a des aliments histaminolibérateurs, tout ça ce sont des nuances un petit peu complexes. Mais en tout cas, il faut savoir, si vous allez regarder sur internet quelle est la liste des aliments qu'il faut éviter quand on veut éviter l'histamine alimentaire, eh bien les produits laitiers sont en tête de liste. Les produits laitiers sont des aliments riches en histamine. La caséine A1 dont on a déjà parlé a démontré qu'elle était aussi corrélée à l'activation mastocytaire. La fermentation, c'est aussi un mécanisme qui va augmenter l'histamine dans l'aliment et un certain nombre de produits laitiers sont consommés plutôt fermentés, ce qui peut présenter des avantages pour certaines choses, mais qui va donc en faire des aliments plus histaminiques. Et puis l'histamine va être aussi augmenté, le taux d'histamine va être aussi augmenté chez les personnes qui ont des dysbioses. Encore une fois, un déséquilibre du système du microbiote intestinal va favoriser la libération d'histamine par d'autres procédés encore, mais le résultat est le même, le symptôme est le même, et cette dysbiose peut être provoquée par la consommation ou la consommation excessive de produits laitiers. Donc ça fait vraiment beaucoup d'étages qui viennent s'ajouter les uns aux autres pour expliquer que les produits laitiers peuvent participer à ce type de symptômes et supprimer les produits laitiers peut supprimer ce type de symptômes. Quand on ne le sait pas, quand on ne connaît pas le problème de l'histamine, c'est difficile de faire des liens en disant est-ce que c'est le lactose, est-ce que c'est une allergie. Il est même documenté dans un livre d'une autrice qui est très spécialisée dans les hormones, qui s'appelle Lara Briden. Elle dit que beaucoup de femmes se trouvent soulagées d'un certain nombre de symptômes en devenant véganes et qu'elles deviennent des grandes ambassadrices du régime végétalien. Pas toujours, pour certaines c'est vraiment un choix de vie éthique, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois tout simplement elles ont testé et elles se sentent beaucoup mieux au niveau digestif, au niveau des douleurs, au niveau des maux de tête, au niveau hormonal aussi, on va le voir. Eh bien Lara Briden dit que dans un certain nombre de cas, c'est tout simplement parce que ces personnes ont supprimé les laitages de leur alimentation, qu'elles n'ont pas forcément besoin de rester végétaliennes, mais simplement de suivre un régime sans produits laitiers. Et donc c'est un autre sujet justement qu'on peut aborder au sujet des laitages, c'est le problème des hormones. Le lait animal, c'est un processus d'allaitement comme chez les humains, et donc c'est un processus très hormonal qui fait suite à la grossesse de la vache ou de la chèvre ou de la brebis. Donc il y a ce lait va contenir les hormones de l'animal. On imagine bien qu'un animal comme une vache qui pèse quand même beaucoup plus lourd que nous va avoir un taux hormonal et des types d'hormones qui sont quand même pas vraiment adaptés à la consommation par les humains. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie, une vache met bas, on la sépare de son petit pour pouvoir prendre son lait et elle est tout de suite à nouveau gestante. Donc les vaches, pardon, ça c'est un lapsus révélateur,
Les vaches sont utilisées, traites, alors qu'elles sont pratiquement perpétuellement gestantes, donc il y a des taux hormonaux qui sont vraiment majeurs. Et en plus, on a des perturbateurs endocriniens œstrogénomimétiques, donc des molécules qui viennent se fixer sur nos récepteurs œstrogéniques en les stimulant très fortement, qui peuvent venir des pesticides de l'agriculture, donc qui peuvent migrer dans le lait en fonction de l'environnement où vit la vache, de comment elle est nourrie. Et également, ce type de perturbateurs endocriniens peuvent venir des plastiques de contact. Il faut savoir que les polluants sont liposolubles, ils vont migrer dans le gras. Et donc, un fromage, un lait, une crème qui est stockée dans un contenant qui contient des perturbateurs endocriniens, c'est la garantie que ce polluant va migrer dans le produit gras et qu'on va le consommer ensuite. Donc on a plein d'arguments pour dire que probablement la consommation de laitage va augmenter notre imprégnation œstrogénique. Il va donc avoir la capacité de nous déséquilibrer dans ce fameux déséquilibre œstroprogestatif. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et donc peut empirer certains symptômes, comme tous les symptômes de syndrome prémenstruel, règles douloureuses, règles trop abondantes, maux de tête autour des règles, et éventuellement faire partie de la panoplie des problèmes qui entourent l'endométriose, même si bien sûr l'endométriose est une pathologie qui n'est pas entièrement créée ni par l'alimentation, ni par le déséquilibre hormonal. Un petit mot parce que j'aime bien ouvrir mes réflexions scientifiques à aussi d'autres points de vue et d'autres prises en charge, même si je ne suis pas spécialiste de la médecine chinoise. La MTC, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Simplement, c'est un point sur lequel j'aime bien insister parce que un des types de population qu'on va beaucoup aider avec la suppression des laitages, ce sont les enfants. Les enfants qui présentent le type de trouble, le type de triptyque un petit peu atopie, eczéma, asthme, allergie. Ce sont vraiment des situations qui se déroulent presque toujours comme ça. L'enfant va présenter d'abord de l'eczéma, puis de l'asthme, et ça va devenir ensuite un adulte allergique. Et ce sont souvent des gens qui ont des problèmes au niveau du microbiote, de l'écosystème intestinal. Eh bien, tout cela est démontré d'un point de vue scientifique, biochimique, physiologique, mais on peut retrouver vraiment une logique qui est implacable dans la médecine traditionnelle chinoise, avec l'élément métal, donc ces grands éléments, il y a 5 grands éléments dans le raisonnement de l'énergétique chinoise, et dans l'élément métal, on retrouve, comme vous pouvez le voir, l'intestin, le poumon, et la peau. Et donc, c'est très logique de retrouver des personnes qui ont à la fois des troubles de l'écosystème digestif, des problèmes cutanés comme de l'eczéma ou une peau atopique, et des troubles au niveau respiratoire, ORL, poumon, asthme, allergie respiratoire ou maladie respiratoire chronique, inflammation chronique ORL. Et donc, on comprend que si on veut prendre en charge ces personnes, soigner leur écosystème digestif est la première des choses à faire. Et donc je vous renvoie à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il est très fréquent que les produits laitiers soient mal tolérés, soit à cause du lactose, soit à cause de la caséine, soit parce que ça provoque des dysbioses, etc. etc. Et donc ça explique que un certain nombre, très très souvent, c'est assez flagrant quand on enlève les produits laitiers qu'on améliore vraiment l'état de ces personnes. De plus, on a tout cet aspect, ce volet sur le fond du problème qui est intestinal, mais vous avez compris aussi que l'équilibre des omégas, donc l'équilibre de la balance, on va dire, inflammatoire, de la modulation inflammatoire, et la réponse histaminique qui est majeure chez ces personnes qui sont déjà allergiques ou avec une peau hyper réactive, le fait de diminuer toutes ces stimulations et de rendre son équilibre à la modulation inflammatoire, à la modulation de la réponse immunitaire, tout ça va jouer à la faveur de régler ces problèmes et ces manifestations périphériques. Chez les enfants, c'est très spectaculaire. Moi, je conseille souvent, si vous avez un doute, si vous posez la question, si vous avez envie d'essayer, arrêtez complètement les laitages pendant 3 à 4 semaines, mais vraiment complètement, de manière vraiment radicale. Scrutez les étiquettes, ne mangez que des produits maison, n'utilisez aucun produit transformé qui puisse contenir de la poudre de lait ou du beurre pendant 3 à 4 semaines et vous verrez un effet vraiment on-off. Soit c'est radical, c'est spectaculaire, soit non. Généralement, ça marche très bien et plus la personne est jeune et plus son organisme est capable de réagir très vite et va s'améliorer très vite. Si vous trouvez que la situation s'est très vite améliorée, vous pouvez ensuite décider de moduler et de voir qu'est-ce qui est socialement acceptable pour vous, à quel moment vous avez envie de manger des laitages, quel type de laitage,
qu'est-ce que vous supportez, qu'est-ce que vous tolérez, jusqu'à quel seuil, et on peut de cette manière réussir à trouver ce qui nous convient à chacun individuellement. Vous serez souvent surpris par le fait de faire cet essai d'alimentation sans laitage, d'avoir une amélioration spectaculaire sur un point, et parfois les gens reviennent vous voir en disant « Tiens, j'ai amélioré ce symptôme que je voulais améliorer, par exemple, j'ai amélioré l'état de ma peau, et je me suis rendu compte que finalement j'avais souvent des maux de tête et puis j'en ai plus. » Ou une personne qui va arrêter les laitages parce qu'elle est souvent malade au niveau ORL, elle est souvent inflammée, souvent enrhumée. Elle décide d'arrêter les laitages 3 semaines, elle se trouve beaucoup mieux et puis elle va dire tiens, j'ai continué 2-3 mois et je me suis rendu compte que mes règles étaient beaucoup moins abondantes, beaucoup moins douloureuses. Donc finalement, il y a plein de liens, vous avez vu qu'on a parlé de plein de types de symptômes, des choses très diverses qui peuvent toucher les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, dans plein de types de symptômes. On ne fait pas toujours le lien et on comprend que les produits laitiers contiennent des molécules différentes qui vont agir sur des choses différentes, mais parfois le fait de supprimer l'ensemble de ces molécules va améliorer plusieurs choses et de manière assez radicale, assez efficace. Donc après tout ça, je pense que vous êtes convaincus, vous avez tous envie d'arrêter les produits laitiers. Moi personnellement, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'étais très soulagée sur les tendinites, sur les problèmes ORL chroniques. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai réintégré les laitages dans une certaine mesure parce que j'ai compris tout ça, justement. Le fait de mettre le doigt et de comprendre les différentes catégories de nutriments, de micronutriments, de molécules qui jouent un rôle là-dedans, ça peut permettre de faire aussi un choix. Pourquoi j'ai arrêté les laitages, pourquoi je suis améliorée, lesquels je pourrais remettre dans mon alimentation. Et on peut aussi essayer de trouver un juste milieu pour que on puisse retrouver une alimentation qui convient à notre goût, à notre culture aussi. En France, on est quand même un pays où on mange beaucoup de fromage et c'est pas toujours simple quand on est invité de dire qu'on mange sans laitage. Je voudrais juste dire une chose particulière, c'est que beaucoup de gens sont allergiques aux produits laitiers, beaucoup d'enfants sont diagnostiqués ce qu'on appelle APLV, allergiques aux protéines de lait de vache, et chez ces personnes, on leur conseille d'arrêter les laitages sans aucun problème. Aucun médecin ne leur dit « si vous arrêtez les laitages, vous serez carencé ». Donc la logique est la même pour vous et moi, même si nous ne sommes pas allergiques. Il n'y a aucune raison qu'on soit carencé en quoi que ce soit si on arrête de manger des laitages. Le problème du calcium est un non-problème, je n'en parle même pas parce qu'il y a des auteurs qui ont fait de superbes livres à ce sujet, donc je n'ai pas besoin de développer. Vous trouverez des réponses sur ce sujet. Et chez les enfants, si on veut supprimer le lait animal, si c'est avant 1 an, ça se discute, si l'enfant n'est pas allaité, mais au-delà de 1 an, on peut parfaitement se passer de lait du moment que l'enfant a une diversification qui est bien faite, mange de tout et surtout mange assez de produits gras. Je vous renvoie vers les autres vidéos plutôt sur l'alimentation des enfants parce que c'est un sujet aussi assez complet. Donc aujourd'hui, vous et moi, si on décide de remanger des laitages, qu'est-ce qu'on va choisir? On peut se dire qu'on va choisir plutôt un laitage fermenté, un laitage comme un fromage affiné qui contient moins de lactose. Si notre problème c'est le lactose, si on a tendance à ballonner, à avoir de la fermentation avec les produits laitiers frais comme le lait, la crème, à ce moment-là, peut-être que vous tolérez mieux un fromage blanc au lait cru ou un fromage affiné comme le comté qui ne contient pas du tout de lactose. Attention, si vous choisissez un produit fermenté, il va être plus riche en histamine et donc si vous avez des symptômes plutôt histaminiques, c'est peut-être pas ce qui vous conviendra le mieux. Deuxième point, vous pouvez vous orienter vers plutôt des produits laitiers, chèvre, brebis, bufflonne, comme la magnifique mozzarella de bufflonne qu'on voit sur l'image ici, qui sont des produits laitiers qui contiennent la caséine A2, beaucoup mieux tolérée au niveau intestinal et neurologique inflammatoire. Je vous conseillerais toujours de passer par un produit bio ou assimilé, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas de label bio et qui font du très bon travail. En tout cas, plutôt évidemment un animal qui est nourri au pâturage. C'est pas toujours le cas dans le bio à 100%. Et surtout un pâturage non traité et un animal non traité à cause des résidus de pesticides. L'élevage au pâturage va nous garantir un meilleur taux d'oméga 3. Il y a même des labels comme le label Bleu Blanc Cœur qui permettent de savoir que l'éleveur a donné des graines de lin à ses vaches allaitantes et donc que le fromage va être plus riche en oméga 3. Si vous voulez travailler plutôt sur cet aspect inflammatoire et aussi protection cardiovasculaire.
Pour moi, les produits laitiers, certains produits laitiers peuvent exister dans une alimentation santé si on coche bien toutes les cases d'une alimentation saine, de produits de qualité, qu'on les mange dans des proportions acceptables. Comme vous pouvez voir sur l'image, un morceau de fromage c'est acceptable s'il est entouré de beaucoup de légumes, d'aromates, d'huile crue de qualité. C'est un vrai aliment plaisir, s'il est bon, s'il est bien choisi et si ça vous fait plaisir de le manger. Maintenant, à vous de jouer, à vous de voir qu'est-ce qui vous convient exactement, quel curseur vous choisissez de déplacer et sur quel point précis vous voulez travailler. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre quels sont les différents marqueurs, quelles sont les différentes molécules qui correspondent à certains types de symptômes et que ça vous aidera à y voir clair et à choisir si vous voulez continuer de consommer des laitages et lesquels.